Voilà. Alors, d'abord, je vais remercier la FNTP. Je vais remercier la FNTP parce que la salle est formidable. On a l'habitude d'y venir ici puisque c'est là qu'on organise nos conférences du Cercle Cinéphile Open World Regard Croisé tous les mois avec des conférences. On vient d'en faire une sur le Rwanda, c'était pas facile. Et la prochaine, je commence par ça, ce sera le 16 mai, autour du livre de Philippe Herzog, Un nouveau récit pour l'Europe à la veille des élections européennes. Évidemment, c'est important aussi. Mais en dehors de la FNTP, nous avons évidemment, j'allais dire mes partenaires historiques, vous comprenez que je mets des guillemets au mais, hein, mais enfin quand même. Hein. Alors, je commence par l'ANDRA, c'est pas parce que c'est un A l'alphabétique, mais on a créé les entretiens européens avec l'ANDRA en 2002. Au retour d'un voyage en Chine, je vois Jean-Claude Perraudin qui fait comme ça, il y avait le CEA aussi bien sûr, et il y avait la COGEMA à l'époque, puisque dans ce voyage en Chine, les élus français et européens ensemble, qui ne se connaissaient pas d'ailleurs, on était allés visiter Dayabé, nous disaient, nous le nucléaire on est d'accord mais ça fait des déchets, alors comment qu'on fait? Alors je dis, mais enfin c'est quoi le sujet? Il n'y a pas qu'en France qu'on fait des déchets, donc je vous propose un colloque mondial à nos gens en Haute-Marne, près de Bure. Ils me disent chiche. Alors voilà, chiche, on a lancé, on a créé les entretiens européens, on a fait 13 réunions préparatoires, il y avait Brigitte Bornemann, mon amie qui était avec moi à l'époque, et on a préparé un colloque à Bure avec 300 personnes, 15 pays, le Japon, on a mis 1 an de travail, 13 réunions préparatoires parce qu'on a découvert un sujet, magnifique sujet. Anthony, je t'encourage à poursuivre dans ta voie. Et donc l'ANDRA était... partenaire historique, et l'est toujours. Et je remercie Pierre-Marie, il est parti, mais franchement, il a été, comme toujours, formidable. Alors, évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais vous pouvez lire le CEA, EDF, NJ, Electrabel, je vais en dire un petit mot, Orano, l'INSTN. Alors, je remercie Eric Gadet, puisque tout à l'heure, je l'avais loupé, je ne sais pas où il est, Eric. Voilà, les arts et métiers. Je suis très contente de tous ces nouveaux partenariats. L'université de Caen, la National Skills Académie nucléaire, le CLE, Franck Robanovitch est-il là? Le CLE, c'est la Fédération des grandes entreprises consommatrices d'électricité. Eiffage, vous l'avez entendu. Montero, vous avez entendu Annabelle, bien sûr. L'Institut polonais, on a entendu Grégor tout à l'heure. GPX, c'est les polytechniciens de Paris. Hein, le groupe Sauvons le climat, vous avez entendu son président Eric. Travaux publics, j'en ai dit un mot. L'ADIN, bien sûr, vous avez entendu tout à l'heure Vincent. Le JCR, merci Willem. Franchement, c'est vraiment bien de t'avoir avec nous. Tu es très dynamique. Et même si tu ne prends pas parti, tu nous montres des chiffres qui parlent tout seuls. Donc, merci. Et puis l'AIEA, bien sûr. Voilà, donc ça fait un beau petit panel. Et sans eux, j'aurais pas pu. Mais sans nous, ils ne seraient pas là tous ensemble aujourd'hui. Voilà, donc les entretiens européens, oui c'est ça, c'est l'interface entre tous ces gens-là, et comme je disais tout à l'heure, on va faire une proposition tout à l'heure pour en créer une plateforme virtuelle à l'échelle européenne. On parle des académies, on parle des entreprises, on parle des institutions, n'oublions pas les associations de la société civile comme la nôtre, parce que nous comptons aussi pour le débat public et pour essayer d'infléchir les politiques publiques sans intérêt catégoriel, si j'ose dire, ou d'entreprise, ou d'institutions, enfin, ou de, je cherche mes mots, ou académique. Voilà. Alors, encore un petit mot là-dessus, c'est que ce sera le dernier colloque sous cette forme, puisque l'âge aidant, n'est-ce pas? Je vais tirer les enseignements des 25 ans qu'on a fait tous ensemble, et l'année prochaine, on fera par contre une rencontre type table ronde, tous ensemble, les partenaires, autour de la revue des entretiens européens qui va tirer les enseignements de 22 ans de débat public et mettre tout ça en perspective avec les plans de relance, puisque quand même, ils ne sont pas tous encore élaborés, mais voilà, comme je disais alors, on a quand même mis le pied dans la porte, pas seulement en France. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et on invitera bien sûr nos partenaires étrangers, puisqu'ils sont nombreux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ça, c'est pour l'année prochaine. Mais déjà, aujourd'hui, les jeunes, là, je m'adresse à vous, travailler dans la mécanique, c'est ça que j'ai retenu aujourd'hui, c'est dans un contexte d'excellence, et à Montero, on fait de la haute couture du tuyau, et franchement, ça vaut le coup d'aller visiter l'entreprise, et ça vaut le coup d'aller y travailler. Je veux les applaudir parce que une entreprise familiale,
qui est devenu un groupe comme ça de 1600 personnes et qui trimballe la radioactivité dans ces tuyaux sans fuite, bravo Annabelle. Et je peux dire, pour avoir visité l'entreprise, que les jeunes qui travaillent là, ils arrivent peut-être avec un CAP ou même peut-être pas, mais certains finissent dirigeants. C'est un peu le modèle allemand de la codétermination. J'ai adoré la visite de ton entreprise, je te le dis franchement, et il faut aller sur site. Ça, la deuxième idée que je voulais dire, c'est qu'il faut former les jeunes dans les écoles et dans les entreprises, bien sûr, dans des rapports entre eux, mais il faut aussi aller sur les sites nucléaires. Et nous, les associations, comme je regarde Eric, parce que c'est un vieil ami, mais enfin, entre les entretiens européens, moi, j'emmène des délégations, alors à Cigéo, à Tricastin, à Flamanville, là, à Cadarache, pour ITER. Bon, j'aime faire ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils me disent, ouais, les déchets, bah viens voir. Si, c'est pas en Norvège qu'on traite les déchets, c'est à Bure. Et on a d'ailleurs un modèle tout à fait intéressant, un peu sophistiqué. Plus sophistiqué qu'en Finlande ou à la Suède, où on fait mais quand même, c'est intéressant. Donc, si, on a les solutions, on sait faire, et là, il faut passer à l'offensive. Et moi, l'offensive, ça fait 25 ans que j'y suis, même quand certains avaient le nucléaire un petit peu honteux. Bon, peu importe. On a gagné ensemble, et ça, c'est formidable. Alors, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est aussi que j'ai entendu tout à l'heure, il faut communiquer la passion de la science et de l'industrie. C'est magnifique. Philippe, ça te rappelle quelque chose, certainement. On s'est fait passer pour des ringards, hein. Nous, quand on voulait continuer l'industrie et la science, encore il n'y a pas si longtemps. Et là, aujourd'hui, j'aime entendre ça. Qui c'est qui a dit ça tout à l'heure? C'est toi, Lamrine, non? Enfin, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était formidable. Alors, on a... la première idée que je retiens de cet après-midi, c'est quoi? C'est qu'il y a une inversion de tendance. Et ça, c'est formidable. Alors, on a ouvert la porte, maintenant, il faut la pousser en grand. Hein. Il faut pousser toutes nos forces et tous ensemble. Et ça, on y arrivera. La deuxième idée, c'est qu'il faut jouer collectif en Europe. Ah, oui, c'est vrai, mais c'est là que le bas blesse et c'est là que les difficultés commencent. Alors, pourquoi je commence par l'Europe avant de commencer par la France? Le contraire de ce qu'on a fait dans ce colloque. C'est parce que moi, j'ai entendu Luc Rémont. Je le répète. Luc Rémont a proposé qu'on crée un effet de série en Europe avec l'ensemble des centrales que nous devons construire en Europe pour pouvoir lancer le programme français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire on va encore attendre que les autres se décident. Non, ça veut dire on est en train de commencer à construire la filière européenne nucléaire. Bravo Luc Rémont. C'est important. Si on veut jouer notre part, si on veut développer le nucléaire dans tous nos États membres, pardon, je bégaye, si on veut être présent, retrouver notre leadership dans le monde en pleine renaissance nucléaire, il faut que l'Europe crée sa filière européenne nucléaire. Ce n'est pas autre chose que le président d'EDF nous propose. Alors il faut le soutenir à fond. EDF, il fallait le sauver hier, aujourd'hui c'est en train de se sauver tout seul. Il faut vraiment le soutenir à fond. Et quand on entend l'UMN, franchement, vous l'avez entendu comme moi aujourd'hui, pas seulement Hélène, tous les acteurs nous ont parlé de son lien à l'UMN. Donc elle est à l'offensive et c'est formidable. On a besoin évidemment d'EDF et de toutes ses filiales, ses filières et son université des métiers. C'est évident. Alors je ne reviens pas sur les objectifs de l'Europe, hein, mais on va construire 35 EPR. Vous imaginez, c'est énorme. On aura des SMR. Hein. Moi, je ne suis pas très SMR, hein, pour vous dire la vérité. D'abord, il n'est pas prêt. Il faut quand même être conscient. On lève des fonds pour les start-up qui vont nous produire les petits réacteurs. C'est énorme, on met un fric fou là-dessus. On n'est même pas sûr que ça va marcher. Je le dis, moi. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire ni d'être d'accord avec moi, c'est pas un problème. Mais on n'est pas sûr que ça va marcher. Et en plus, ça va coûter très cher. Parce qu'un SMR, c'est quand même que 200 mégawatts. 400 le maximum, hein, le gros SMR. Sinon, les tout petits, c'est 10, hein, c'est sur les barges russes, hein, entre parenthèses. Hein. Donc, mais ça coûte 1,2 milliard. Bah oui, mais 5 milliards, 1200, bah faites le compte. Ça coûte moins cher de construire un EPR que 6 SMR. Non, mais
oui ou non? Et en plus, quand on construit un SMR, je ne veux pas être anti-SMR, mais vous comprendrez qu'il faut quand même qu'on réfléchisse avant de se lancer dans les innovations technologiques. Hein. C'est comme pour les ENR, on avait mis en garde, aujourd'hui la vie nous donne raison, mais c'est trop tard. On s'est embarqué dans des changements de système économique et technologique qui plombent, alors pas seulement l'Allemagne, mais toute l'Europe. Donc il faut regarder ces choses, parce qu'autour d'un SMR, eh bien, il faut les mêmes sites sécurisés, il faut les mêmes formations de travailleurs, il faut exactement les mêmes conditions que quand on construit un EPR, sauf que ça produit que 200 mégawatts. Alors, oui, pour compléter les grands EPR, comme fait d'ailleurs la Finlande, ils ont fait Olkiluoto, ça marche plein pot. Alors, on a attendu, on va tirer les enseignements d'Olkiluoto, s'il vient dans 2 minutes, mais ils vont avoir aussi un SMR pour remplacer le charbon qui alimente les réseaux de villes pour chauffer les villes et les maisons en Finlande. Donc formidable, voilà, oui, il faut des complémentarités et pas tout miser sur une seule technologie, ce qu'a tendance à faire quand même aussi la Commission. Entre parenthèses, Willem, tu écoutes, tu rapporteras mes propos. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire déjà. Alors l'amorce d'une filière européenne, formidable, sauf qu'on est encore très divisé dans notre Europe. Hein. Tous les États ne sont pas nucléaires, on ne leur demande pas d'ailleurs, mais les États antinucléaires ont mis des bâtons dans les roues aux États qui veulent faire du nucléaire. Et je les cite, l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, vous imaginez, ils nous empêchent de faire le nucléaire dans le mix électrique européen. Alors un jour, la Commission m'a dit « Toi, tu es une diviseuse parce que tu critiques l'Allemagne. » Ben non, on a le droit de se critiquer quand même. C'est ça la démocratie. Et c'est de la bonne démocratie, parce que leur modèle, nous, on n'en voulait pas. Et en fait, on a eu raison de se battre contre l'énergie 22, parce qu'eux, en ce moment, ils sont en train de payer très, très cher le choix de l'énergie 22 en Allemagne. 565 milliards pour produire beaucoup plus de CO2, déjà pour commencer, et pour ne même plus avoir de gaz. Donc, de toute façon, il va falloir qu'ils y reviennent au nucléaire. Hein. Donc, au bout d'un moment, il faudra quand même qu'on réfléchisse à ça. Alors, 35 réacteurs, vous imaginez, 450 000 recrutements, ça a été dit, j'insiste pas. Tout l'après-midi, on a entendu les acteurs. Il y a une inversion de tendance, on commence à former, on commence à recruter, mais on manque de tout. On manque de tout, j'ai quand même entendu ça aussi. Puis dans la préparation, j'avais bien entendu aussi. Et non seulement on manque de tout, mais en plus, il faut commencer à préparer au métier maintenant, parce que le nucléaire, ça a été dit et redit, c'est du temps long. Quand on commence à construire le nucléaire, on s'engage pour 100 ans. La Pologne, elle l'a dit, elle va s'engager dans le nucléaire. Elle n'a pas commencé à préparer les travailleurs polonais. Ça fait un débat terrible en Pologne, parce que 800 000 travailleurs dans le charbon, ou indirectement, évidemment, c'est pas facile. Et il ne faut pas nous dire, mais si, donc arrêter le charbon. Ah oui, il faut yaka. Et qu'est-ce qu'on fait des gens? Hein? Quand il y a des transitions, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient... bref, peu importe, il y a toujours des problèmes sociaux à la clé. Et il faut mettre ça dans le dialogue social. Alors, je m'adresse à Elisabeth. Les transitions énergétiques doivent faire l'objet du dialogue social dans les entreprises. Et les enjeux de formation aussi. Et moi, je peux vous dire, la formation n'a jamais été au cœur du dialogue social en France. C'est pas dans le dialogue social, et c'est pas un sujet de dialogue social entre les salariés et les directions d'entreprise. Pardon ? Ah ben Jacques Delors, Philippe Herzog, etc. Non, on n'a pas mis au cœur des entreprises. Oh non, Patrick, je connais bien le sujet, excuse-moi. On n'a pas mis, et puis d'ailleurs j'ai travaillé beaucoup avec les syndicats, on a essayé non seulement de mettre la formation dans le dialogue social, mais de leur proposer de participer à la gestion avec de nouveaux critères. Alors, une toute petite parenthèse là-dessus, les nouveaux critères de gestion, on voulait que non seulement ils fassent de la valeur ajoutée dans les entreprises, mais de la valeur ajoutée disponible pour la formation des salariés à l'intérieur de l'entreprise et de la valeur ajoutée disponible supplémentaire, VAD, VADS, enfin, bon, voilà, on nous appelait Madame la critère de gestion, Monsieur critère de gestion, etc., pour faire de la valeur ajoutée disponible supplémentaire pour les territoires et les régions. Et financer effectivement, pas seulement la formation sur le territoire, mais l'environnement aux entreprises. On n'y est jamais arrivé, on n'est toujours pas arrivé. Non, on n'y est jamais arrivé. Il y a une syndicaliste derrière moi, CGC, en plus chez les cadres, elle te dira mieux que moi ces choses-là.
Ah, alors on a travaillé aussi avec la CFDT, mais elle n'a pas gagné partout, hein. En tout cas, ça voilà. Alors, on n'a pas... Et la deuxième chose que je voulais dire sur l'Union européenne, c'est qu'on n'a pas encore les plans nationaux de relance du nucléaire partout. Je l'ai dit, la France, elle a eu des déclarations, on commence à faire des lois d'accélération, on met en place les moyens, mais on n'est pas encore, voilà, c'est pas encore complètement gagné. Et les plans nationaux d'action pour la relance du nucléaire dans les autres États membres, il faudra qu'ils s'accompagnent de plans nationaux de gestion nucléaire, sinon ils n'auront pas les financements. C'est dans la taxonomie. Et ça doit être fait tout ça avant 2045. Ça passe très vite. C'est du temps long, mais ça passe très vite, entre parenthèses. Alors, comment on va faire rentrer l'éducation et l'emploi, la formation et l'emploi dans le secteur nucléaire? C'est engagé, vous l'avez entendu toutes les journées, moi je veux les féliciter. Ils s'impliquent du matin au soir, du soir au matin. Mais je dirais qu'il faut vraiment se mobiliser tous pour qu'on fasse rentrer à l'école maternelle déjà et primaire les sciences et la technologie. C'est là que ça se joue. Quand les enfants ne sont pas encore formatés dans leur tête, il faut leur donner l'envie des sciences et de la technologie. Et donc, il faut, dans cette perspective, former les maîtres. Parce qu'on a parlé des formateurs dans les entreprises, mais les maîtres d'école qui ne font plus de sciences depuis 20, 30 ans aujourd'hui, comment ils vont enseigner aux petits-enfants les sciences et la technologie? Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, qui c'est qui va aller former les maîtres? Alors, peut-être que là, des travailleurs d'entreprise pourront aussi aller former les maîtres. Pourquoi pas? À condition qu'ils aient accès à l'école publique. Or, l'école publique, l'entreprise, c'est le diable. Alors, c'est difficile. On n'arrive pas à faire de partenariat public-privé. C'est ces questions-là qu'il faut... Alors, un peu plus dans les grandes écoles maintenant et dans les universités. Mais à l'école primaire, je peux te dire que non. Et d'ailleurs, Anne Baquet nous l'a dit, quand on parle nucléaire et entreprise aux arts et métiers, ben, on a les réticences non seulement des étudiants, mais aussi des professeurs. Hein, c'est encore vrai, ça. Alors voilà, on commence à rentrer dans les lycées, mais c'est récent, c'est tout neuf, et les professeurs ne sont pas armés. Voilà, ne sont pas armés. Donc il faut former les professeurs, il faut former les formateurs. Marx disait, il faut éduquer les éducateurs. Bon ben voilà, on en est aussi encore là. Et puis, alors la deuxième chose, c'est évidemment à l'université, mais ça c'est fait là aussi. Quand les universités ont comme vocation sciences, technologies, tous azimuts, bien sûr, il faut donner un axe aussi pour le nucléaire. Alors, à l'entreprise, on n'a pas entendu beaucoup, ça n'a pas été dit comme ça, et pourtant c'est une formule que j'entends beaucoup dans les préparations, c'est l'entreprise apprenante. L'entreprise devient l'entreprise apprenante, c'est-à-dire c'est elle qui forme. Il n'y a pas assez de formation dans les écoles et les universités, alors elle a pris le taureau par les cornes, l'entreprise, bravo à l'entreprise, et elle apprend et elle développe le compagnonnage, et puis... Pierre-Marie Abadie nous a dit knowledge management, hein, maintenant il faut créer une culture d'entreprise, si j'ai bien compris ce qu'il nous a expliqué, culture d'entreprise et transmettre effectivement l'histoire, donner la mémoire de l'entreprise aux nouveaux entrants, parce qu'on a des problèmes de pyramide des âges, et dans le nucléaire peut-être plus encore ailleurs, puisque comme Eric nous l'a dit, ça fait 30 ans, 20 ans, qu'on n'avait pas beaucoup construit d'entreprises, de centrales. Alors là-dessus, je voudrais rectifier le tir. On a construit Flamanville, on a aidé à construire Dayabé, on a aidé à construire Olkiluoto, on est en train d'aider à construire Hinkley Point, à Cisewell demain avec Framatome. Bravo la France, parce que si on n'avait pas fait ça, il n'y aurait plus rien d'européen dans les constructions de centrales. On dépendrait des Russes. Alors avec la guerre, c'est pas facile, même si on n'a pas rompu hein, dans le secteur nucléaire. On dépendrait des Américains, ils sont pas excellents en ce moment. On dépendrait des Coréens, des Chinois qui deviennent bons, pourquoi pas après tout. Mais plutôt que d'acheter sur étagère, on préfère acheter nos centrales à nous et les construire nous-mêmes. Donc là, à l'entreprise, oui, ils vont falloir se développer encore les moyens. Je demande à Jérôme, mais il est parti, d'entendre les jeunes qui ont besoin pour leur diplôme de stage en entreprise, alternance en entreprise et de déboucher dans l'emploi. Parce que c'est pas tout ça, pas pour devenir fonctionnaire, hein, tout ça pour devenir ingénieur, manager dans les entreprises. Alors sur les territoires, ça a été dit par Lamry, et merci à tout le monde, hein, et puis à Hélène évidemment qui nous a expliqué la décentralisation du travail qu'ils sont en train de faire.
au niveau territorial, il voudrait le faire à l'échelle nationale, et j'ai entendu à l'échelle européenne. Évidemment, je terminerai par ça. Sur les territoires, et au niveau français, je voudrais quand même dire un tout petit mot sur comment on peut s'approprier la technologie nucléaire, et pas seulement les étudiants qui ont envie d'en faire un métier. On a besoin de toute la société mobilisée. Et là, on a besoin d'informations sur le nucléaire, et on a besoin d'informations positives. Et on a besoin, et on a dans notre pays le don de faire reculer les décisions tout le temps, au nom du débat démocratique. On a un comité national du débat public, la CNDP, que vous connaissez, qui, évidemment, on a voté une loi, on ouvre quand même la CNDP pour savoir si on est d'accord avec. On en vote une deuxième, on réouvre la CNDP. On décide d'ouvrir les centres de gestion des déchets nucléaires. On refait un débat public là-dessus. Qui c'est qui mobilise les CNDP? Les opposants. Et on a perdu 5 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans pour la gestion des déchets nucléaires. On a dépensé des millions et des millions. Tout ça pour en revenir de toute façon après à la décision in fine du gouvernement et à la loi. Mais même quand on décide ça après Belfort, ça fait déjà la 3e CNDP. Non, il faut arrêter. Il faut supprimer ce truc-là. Moi, je le dis comme je le pense, la CNDP, c'est un empêcheur de prendre les bonnes décisions démocratiques comme on devrait le faire dans notre pays. Je le dis comme je le pense, c'est un peu dur, mais je n'engage évidemment que moi. Mais je l'ai déjà dit là où il faut le dire. Alors ça ne m'empêche pas d'y participer. Je remplis les cahiers d'acteurs, en plus comme si on avait que ça à faire. Il faut intervenir pour ne pas laisser la place aux opposants. Et on perd un temps fou à se remplir. Georges, je te vois opiner de la tête. Georges Sapie, lui aussi, il intervient sans cesse. Voilà, on est d'accord. Voilà, donc ça c'est pour notre territoire. Alors par contre, au niveau européen, alors j'ai encore entendu dire aussi que sur nos territoires, on avait les formations qu'il fallait. Ce qui manquait, c'était les jeunes qui venaient dans les formations. Alors oui et non. On n'a pas assez de formation, on n'a pas assez de sections de formation, puisque de toute façon, on ne les avait pas réouvertes, puisqu'on avait arrêté de construire le nucléaire. Aujourd'hui, il va falloir en recréer beaucoup plus si on veut attirer beaucoup plus de jeunes. Au niveau européen, comme je l'ai dit, le nucléaire est reconnu comme un secteur très important pour le mix électrique. Il n'est pas encore reconnu comme un secteur stratégique dans le net zéro carbone. Alors, excusez-moi, mais la première bataille qu'il va falloir faire, tous se mobiliser, entreprises, territoires, associations, syndicats, lycéaux, faire reconnaître le nucléaire comme un secteur stratégique. On a la chance, nous, d'avoir un gouvernement qui est d'accord avec ça. J'ai vu Macron, il était en colère l'autre jour parce que ce n'était pas reconnu. Madame van der Leyen a reconnu le nucléaire comme un secteur intéressant, mais pas stratégique. Alors, du coup, pas un sou pour le nucléaire dans le net zéro carbone. C'est important, les décisions, après. Or, on aura besoin de beaucoup d'argent. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous le savez. Le financement des investissements, rien que pour nous, la France, c'est au moins 100 milliards pour le nouveau parc, tout frais confondu. Donc, il ne faut pas tricher avec ça. Et il faut que... Mais alors, moi, je vous propose qu'on se batte aussi pour... J'ai entendu parler des projets de formation communs en Europe pour aller vers des certifications communes pour une meilleure mobilité, je ne développe pas, prémisse d'un marché du travail et de la formation en Europe, eh bien, faisons reconnaître les projets communs de formation comme des projets stratégiques dans le net zéro carbone. Ça, c'est une proposition concrète que je lance. Voilà, on va peut-être y travailler et pour le faire financer, parce qu'il faudra quand même des financements. Alors, parce qu'on doit créer les incitations aussi pour créer les coopérations, pour la formation entre les États, et l'Alliance doit bâtir ce marché, même entre elles, entre eux, entre les États nucléaires, de la formation, avec des certifications communes, je l'ai dit, passeport européen, je ne développe pas, ça existe déjà, Gabriel nous en a parlé au niveau de l'ENN, et il faudra le développer, et pourquoi pas faire un passeport européen de mobilité, comme ça existe au Royaume-Uni pour leur site, mais on pourrait le faire à l'échelle européenne. Alors, moi, je vous propose, qui a proposé de créer un écosystème comme en Normandie, à l'échelle européenne. C'est très ambitieux, c'est l'AMRI encore. Alors, je dis, ou c'est toi, Hélène, enfin, peu importe. En tout cas, c'est vous tous. Et ça, vous allez le faire ensemble, évidemment. Moi, je vous propose d'abord d'intégrer le Pas-de-Calais dans la Normandie, là.
Le Pas-de-Calais, il a besoin d'aide, il a besoin d'être associé, il a besoin que ces travailleurs retrouvent un job, quoi, hein. Et ils sont en très grande difficulté depuis la restructuration de la sidérurgie. Puis alors maintenant, ils ont tout. Ils ont les tempêtes, ils sont dans la flotte personnelle, on n'y va même pas les voir. Enfin bon, bref. Donc, peut-être intégrer, travailler plus avec eux aussi. Et je vous propose de créer, avant d'avoir l'écosystème finalisé, de créer une plateforme virtuelle. Et Anthony en a dit quelques mots, j'en ai parlé évidemment à Hélène et à Gabriel avant de vous faire la proposition. Une plateforme, une espèce de consortium interuniversitaire et interentreprise ensemble, basé sur 3 piliers. Des enquêtes sur le profil des diplômés, des enquêtes sur l'insertion professionnelle et une base de données virtuelles fonctionnelles des CV des diplômés. Ainsi, les entreprises, elles auront à leur disposition des paramètres de recherche pour cibler les profils des candidats adéquats à leurs exigences et d'adapter leurs offres de formation au marché du travail en Europe. Ça existe, ça s'appelle Alma Lauréat. C'est un modèle qui est développé à Bologne. Jean-Claude, tu dois te rappeler, tu devais être avec nous quand on est allé les voir sur le marché européen du travail. Bologne a un système, ils ont 75 universités en réseau. Ils ont 3 millions de jeunes répertoriés depuis la sortie du bac, enfin des jeunes et des moins jeunes, parce qu'ils les suivent jusqu'à la retraite, et ils ont des entreprises du monde entier dans leur réseau. Et ils sont connectés en permanence. Donc pour ça, les jeunes, ils manipulent l'ordinateur en veux-tu en voilà. Eh bien, il faut les mettre derrière une plateforme comme ça et créer un réseau virtuel à l'échelle européenne. Pour aujourd'hui, ce sera le début d'un marché européen du travail et de la formation. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous propose de bien travailler tout ça, évidemment, de faire des propositions issues de tout ce que vous avez dit, qu'on enverra comme recommandation aux institutions nationales et à la Commission. Et puis, on publiera la lettre des entretiens européens avec la synthèse de vos interventions. En français, en anglais, c'est diffusé à 14 000 exemplaires. Voilà, ça sera une petite pierre de plus dans votre jardin. Et bravo encore pour tout ce que vous faites. Et je vous dis à très bientôt. On va aller manger un petit sandwich avant de regarder le film. Alors, je vais vous montrer quelque chose quand même, avant qu'on se quitte tout de suite. On va se retrouver juste après. Mais... Oui, je ne suis pas très bonne en... Alors, hop. Oh, mince, je suis allée trop vite. Alors, oui, je vous invite à acheter le livre de Philippe. Il est là, vous pouvez vous faire dédicacer. Je vous invite aussi à acheter le livre... Oh, bah mince. Alors, ça, c'est Nucléa Now. On va aller voir le film après. Ça, c'est le livre de Philippe. Alors, ça, c'est le livre d'EDF. C'est un livre collectif coordonné par Xavier Ursa. Donc, il y en a aussi à votre disposition à l'accueil. Ça, c'est le débat, c'est le prochain débat, le 16 mai, dans cette salle ici. Tous ceux qui sont concernés par l'Europe, et je suppose qu'on l'est tous, même si on ne le sait pas, il faut venir évidemment écouter le débat. Et on aura, après le film, après le débat, un film formidable. Une question de vie ou de mort, c'est une allégorie avec beaucoup d'humour, Michael Powell, qui, je vais vous le résumer d'une phrase, non, c'est l'amour est plus fort que les règles. Voilà. Et pour notre Europe, c'est bien. Il n'y a pas que les règles dans la vie. Et après, ben voilà, je vais laisser cette affiche pour tout à l'heure. Soyez, vous êtes au cinéma avec Open World et comme ça, on pourra regarder ensemble Oliver Stone. À tout de suite. Alors, il manque quoi ?